Voilà. Alors, effectivement, je vais vous présenter un petit peu l'état de nos recherches sur… alors, ce n'est pas l'actualité sur les jeux vidéo, évidemment, c'est l'actualité sur les problèmes liés aux jeux vidéo. On aurait pu faire actualité sur jeux vidéo, mais c'est un autre sujet. Et en fait, c'était un peu, voilà, de vous faire un peu de brosser en mélangeant notre pratique clinique aux travaux de recherche sur qu'en est-il des problèmes liés aux jeux vidéo. Alors, hop, est-ce qu'il va… Voilà. La première slide, c'est effectivement un état de la connexion en France où la quasi-totalité de la population est connectée, où on s'aperçoit que l'accès au smartphone touche déjà l'entrée au collège. Tous les collégiens sont équipés et que le prix n'est plus un obstacle. Je travaille aussi à la protection judiciaire de la jeunesse et même les populations les plus défavorisées, même les mineurs non accompagnés, ont leur smartphone. Et tous les jeux vidéo maintenant sont accessibles pas simplement sur console ou sur PC, mais aussi sur smartphone. Dans les quêtes Péléas qu'on avait faites il y a quelques années, on avait trouvé que par famille, il y avait en moyenne 11 à 12 écrans par famille. Alors, si on compte la télé, les smartphones, les PC, les tablettes, donc, on a un suréquipement et on a un accès direct des adolescents au contenu. Le contrôle parental, voilà, c'est un peu une plaisanterie. Ils arrivent à le contourner. Et même les sites destinés aux adultes, la seule précaution, c'est qu'ils vous posent la question, avez-vous plus de 18 ans? Il suffit de répondre oui à la question et vous avez accès au contenu. Donc ça va être un moment important. On le verra dans le développement de tout ce qui est problématique liée aux jeux vidéo. Et j'enchaîne avec effectivement ce qu'on sait actuellement, qu'il y a 4 types d'activités liées aux écrans et que toutes ne donnent pas des addictions. Hein, loin s'en faut. Prenez par exemple la recherche d'information et le travail. Que sommes-nous en train de faire actuellement? Nous sommes bien devant les écrans et pourtant, nous n'avons pas d'addiction, puisque ce qui caractérise l'addiction, ce sont les conséquences. Il faut 3 choses pour caractériser une addiction, la fréquence, la perte de contrôle et les conséquences. Et effectivement, à moins d'être work addict, on le verra après, hein, l'impact sur les pratiques parentales, mais la recherche d'informations sur Internet, à part la question des fake news, ne constitue pas une addiction. Beaucoup de travaux ont été effectués, Bilieux, Griffiths, pour dire ce qui crée l'addiction, ce n'est pas Internet, c'est ce qu'on fait sur Internet. Le deuxième activité qu'on peut y faire, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où là encore, les réseaux sociaux, c'est un peu rester en contact avec la tribu, hein, ou comme on disait autrefois à la cour de Versailles, s'y absenter un instant, c'est y renoncer pour toujours. Donc en fait, les ados sont accros aux réseaux sociaux, mais c'est surtout à leur image sociale. Et nous, dans nos consultations, on réalise des consultations depuis 2005, on ne voit pas arriver d'addictions liées aux réseaux sociaux. Ils pratiquent ça à côté, mais ce n'est pas le motif principal. Ceux qui les voient sont nos collègues pédopsychiatres des consultations, effectivement, tout venant, pour des questions de harcèlement scolaire ou harcèlement social, plus que d'addiction, hein, ce qu'on appelle la e-réputation, c'est-à-dire l'image sociale qu'on a sur Internet peut être attaquée. C'est vrai qu'actuellement, chaque adolescent a 2 vies, une vie dans le réel et une vie dans le virtuel où s'exposent des images, des contenus qui vont rester, ad vitam aeternam et qui vont être diffusés à l'ensemble de la population, hein, ce qui va veut dire et qui aura des conséquences. J'avais un ado qui avait mis sur son réseau social que le prof était un mélange entre un âne et un singe. Bon, il y a quelques années, ça se terminait en cours de récréation et puis ça s'arrêtait là. Le fait que ce soit mis sur les réseaux sociaux, eh bien, il a été renvoyé du lycée. Donc, en fait, cette e-réputation a des conséquences sur l'avenir de l'adolescent et
Et parfois, c'est un peu une Kalachnikov dans les mains d'un singe, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un outil très puissant sans parfois prendre entièrement des conséquences que cela engendre. La troisième activité, c'est ce qu'on appelle le binge-watching. Beaucoup d'études ont été faites au moment de la création de la télévision, qui date déjà des années 50, et on voit un impact sur les tout petits. Là, pareil, le binge-watching, on n'a pas vu d'addiction. Pourquoi? Parce qu'on est face à la machine, mais on reste relativement passif. Hein, devant la machine. On peut même s'endormir devant la télé. Il n'y a pas d'interaction entre l'homme et la machine. Et même si vous enquillez tous les épisodes de Game of Thrones, à un moment donné, il y aura une fin. Et en plus, vous pourrez vous endormir devant. Donc, il n'y a pas cette interaction. Enfin, la quatrième activité, évidemment, c'est ce qu'on appelle les loisirs avec interaction, c'est-à-dire essentiellement les jeux vidéo, mais vous avez aussi les jeux de hasard en ligne. D'ailleurs, dans les classifications internationales, même sur Internet, il n'y a que 2 troubles qui ont été reconnus par l'OMS et par le DSM-5, c'est le gambling, c'est-à-dire le jeu de hasard et d'argent, et le jeu de hasard en ligne en fait partie, et le gaming, c'est-à-dire le jeu vidéo. En dehors de ces 2 activités sur Internet, aucune autre activité n'a été reconnue comme étant effectivement susceptible de donner des conduites addictives. Et la clinique se confirme. Nous, on voit à peu près 150 à 200 adolescents sur nos 2 consultations de Paris ESSO pour des problèmes liés aux écrans, et c'est quasi majoritairement que du jeu vidéo. Hein, et ça, depuis 2005, on n'a pas vu d'autres types d'addiction. Et d'ailleurs, on utilise des échelles, nous, spécifiques maintenant sur le gaming. En sachant que jeux vidéo et jeux de hasard d'argent, la frontière devient vraiment tenue, puisqu'à l'intérieur des jeux vidéo, vous avez maintenant ce qu'on appelle les loot box, qui sont l'équivalent des jeux de hasard et d'argent, mais qui sont proposés dans le jeu vidéo en ligne. Alors là, deuxième slide, c'est l'investissement des jeux et des professionnels sur les jeux vidéo. Et on a Flappy Bird qui a coûté 300$, un jeu très rentable, et qui va de GTA 5 qui a coûté à peu près 270 millions de dollars. Actuellement, il faut entre 300 350 millions de dollars pour développer un jeu. Ça veut dire qu'il faut que ce soit rentable. Et pour que ce soit rentable, eh bien, il faut qu'il y ait des joueurs. Et malheureusement, le gaming design et le modèle commercial n'est pas favorable aux jeux qui ne provoqueraient pas d'accroche. Les jeux les plus rentables actuellement, ce qu'on appelle les free-to-play, c'est-à-dire des jeux entièrement gratuits qui permettent d'accrocher le chaland pour ensuite le rendre addict. C'est-à-dire que tous les jeux n'engendrent pas des addictions. Il y a des très, très beaux jeux, loin de moi l'idée de diaboliser cette activité. Et vous n'en avez qu'un petit nombre qui finalement crée l'addiction. Et dans nos consultations, on a toujours les mêmes types de jeux. En 2005 jusqu'à 2012, on avait WoW, c'était un jeu qui s'appelle World of Warcraft, qui est un des premiers jeux qui a créé ce qu'on appelait un MMORPG pour Massively Multiple Online Role Player Game. C'est le premier jeu qui a créé effectivement des addictions chez un public jeune. Dans les années 2012 à 2017, on a eu les LOL, ce qu'on appelait League of Legends, c'est l'équivalent d'un jeu d'échecs en ligne extrêmement populaire encore aujourd'hui. Et là, on a les Fortnite. Fortnite qui est un Battle Royale et qui est extrêmement populaire, surtout les tout petits. Avec Fortnite, on voit apparaître vraiment de la consultation de pédopsie avec des 11-12 ans, ce qu'on n'en voyait pas avant. C'est-à-dire que les joueurs de LoL et des joueurs de WoW étaient un petit peu plus âgés. Là, on a quand même les 11-12 ans. Et c'est vrai que je n'ai jamais vu d'addiction à Professor Layton, voire à Assassin's Creed, qui sont d'autres types de jeux assez populaires, mais on le verra, qui sont moins susceptibles
d'accrocher le client. Hein. Et je vous ai dit, effectivement, les chiffres d'affaires font rêver, puisque en 2021, le chiffre d'affaires des free-to-play, donc les jeux gratuits, s'élève à 101 milliards de dollars. Alors, ils ont une avance sur nous. Hein. Ils savent depuis longtemps ce qui crée l'addiction chez le joueur. Et notamment le dernier, Fortnite, a été créé pour accrocher le joueur. Et un autre exemple, plutôt chez les adultes, donc il n'y a pas eu de conséquences, mais qui accroche bien, c'est le fameux Candy Crush, qui n'est pas un jeu vidéo pour les ados, parce que c'est un truc de daron, comme ils disent, et qui a été créé. Hein. Candy Crush, un principe, c'était le BJ Wild, qui a été transformé pour rendre addict. Donc, on sait les mécanismes, et encore une fois, les fabricants ont vraiment une longueur d'avance sur le chercheur, parce qu'effectivement, avec 101 milliards de dollars, on peut faire de la recherche. Je ne vous dirai pas les sous qu'on a obtenus pour faire la recherche sur les jeux vidéo à côté des 101 milliards de dollars. Donc, la première chose, hein, qui est notre modèle, parce que, en fait, si on compare les fumeurs de tabac et les joueurs de jeux vidéo, chez les fumeurs de tabac, vous avez 80% des fumeurs qui sont dépendants. Donc là, la partie produit joue un rôle extrêmement important. Chez les joueurs, hein, dans les quêtes Péléas, j'en parlerai après, qu'on a effectuées en 2015, vous avez de 5 à 10% des joueurs qui deviennent problématiques. Autrement dit, dans le modèle de l'addiction aux jeux vidéo, vous avez une vulnérabilité extrêmement importante, on y reviendra, qui fait que des joueurs a priori non problématiques vont vers un usage problématique du fait de leur vulnérabilité. Et évidemment, les éditeurs de jeux qui font un lobbying d'enfer ont beau jeu de dire, ben voilà, c'est pas l'addiction que vous mettez en évidence, c'est la pathologie psychiatrique. Ce qu'on répond, c'est que la vraie question, c'est si quelqu'un de vulnérable rencontre le jeu vidéo, quel est son devenir? Et là, on a une réponse, c'est-à-dire que quelqu'un de vulnérable qui rencontre les jeux vidéo a une perte de chance pour son avenir supérieure à celui qui est vulnérable, mais qui ne rencontrerait pas le jeu. Alors, effectivement, dans les facteurs de vulnérabilité, et c'est ce qu'on a montré dans cette étude qu'on avait publiée en 2017, la vulnérabilité principale, ça se situe au niveau des pratiques parentales. Contrairement à l'addiction au cannabis qui se déroule à l'extérieur de la famille, l'addiction aux jeux vidéo se déroule dans le huis clos familial, au vu au sus des parents, et souvent ce sont les parents qui ont acheté les écrans aux enfants et qui n'arrivent pas à mettre un terme à l'arrêt. On voit au niveau des relations, c'est-à-dire qu'à la fois dans, je dirais, la vulnérabilité et dans le maintien de la problématique, les parents jouent un rôle extrêmement important. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on développe, nous, des programmes de traitement basés sur des interventions familiales. Alors, on a effectivement des facteurs de protection, hein, la bonne entente, l'attitude sécure, l'intégration des règles et limites, et on a évidemment les facteurs de vulnérabilité auxquels hein, figure aussi l'utilisation des écrans. On a parfois des familles qui communiquent par SMS ou même pendant les repas familiaux, chacun est devant son écran. Moi, je milite pour effectivement des repas de famille sans écran. Et je dis aux familles, c'est comme dans les saloons. Dans les saloons, on laisse le revolver à l'entrée du saloon. C'est la même chose pour les écrans. Pour ce qui est effectivement de ces facteurs de risque et surtout de l'initiation aux jeux vidéo. Dans mes consultations, on a été embêté avec nos joueurs qui disent mais non, moi je suis pas addict, je suis un pro gamer, c'est-à-dire un professionnel du jeu vidéo, et qui mettait en avant le professionnalisme pour dénier
leur pathologie. Et du coup, qui disait aux parents, ben, j'arrête l'école, parce que de toute façon, je vais devenir un pro aux jeux vidéo, et de toute façon, les gagnants gagnent beaucoup d'argent. Ce qui est vrai. La dernière All-Star, qui était la compétition de LOL qui a lieu à New York, les gagnants se sont répartis des millions de dollars. Ils étaient 5. Et du coup, nous est venue l'idée, et c'était la dernière étude qu'on va essayer de publier, de comparer les joueurs professionnels aux joueurs problématiques. Alors, il se trouve que j'ai mes entrées au niveau des joueurs professionnels et effectivement, on a pu observer qu'ils ne jouent pas au même type de jeu, que les motivations du professionnel, c'est la compétition, et qu'effectivement, l'histoire, le design, tout ça, ils s'en fichent complètement. Ce qu'il faut savoir, et ce qui nous a mis un peu étonnés, c'est que les joueurs professionnels, il y a un pourcentage de sportifs de haut niveau bien supérieur aux joueurs problématiques. Les joueurs problématiques sont jamais, arborent des grands sportifs. Chez les joueurs professionnels, on est tombé sur des sportifs de haut niveau. Ça nous a vraiment étonnés avec une fréquence significative. Ils n'étaient pas addicts, c'est-à-dire que quand on leur fait les échelles, ils n'étaient pas addicts et ils n'avaient pas de comorbidité psychiatrique. Donc ça, c'était un peu pour tordre le cou parce qu'ils m'embêtent bien là, les consultations quand ils disent docteur, je suis pro gamer, arrêtez de m'embêter, je veux faire de la compétition. C'est un miroir aux alouettes. La plupart des addicts ne deviendront jamais des sportifs, des compétiteurs de haut niveau. Pour vous dire, des joueurs de Fortnite, il y en a 250 millions sur la planète, et des joueurs pros en France, des gens qui gagnent leur vie avec la compétition, il y en a une petite centaine. Pas plus. Et c'est des gens, c'est des extraterrestres pour les avoir rencontrés et qui présentent des qualités autres que celles de jouer au jeu. Alors ça, c'est un petit peu qu'est-ce qui rend le jeu accrocheur. Le premier, c'est l'accès à un monde imaginaire. La nouveauté active le système de récompense. On le sait. Donc le premier jeu WoW, c'était en open world. Open world, c'est-à-dire que le joueur se balade dans un univers nouveau. C'est vrai que sur la planète, les univers nouveaux, il n'y en a plus tellement. Et le jeu vidéo permet ça. Dans GTA 6 qui va sortir, on se propose d'aller rencontrer des gens dans une ville qui a été entièrement recréée, qui s'appelle Los Santos. Deuxième, c'est la reconnaissance des pairs. Partout il y a de la compétition, ça attire. Prenez les recettes de cuisine. Avant, il y avait des recettes de cuisine qu'on présentait à la télé. Bon, pas grand auditoire. Puis on a commencé à faire de la compétition et la compétition va entraîner effectivement une accroche. Et tous les jeux qui sont accrocheurs sont des jeux compétitifs et des jeux compétitifs en ligne. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez deux manières d'être compétiteur sur le jeu en PVE, Peer versus Engine. C'est ce que beaucoup faisaient dans les premiers jeux où on combattait l'ordinateur. Bon, et vous avez le PVP, Peer versus Peer, où là, vous combattez d'autres personnes physiques, et là, ça change. Quand on joue aux jeux vidéo et quand on a vu la différence, quand on est passé du PVP ou PVE, ce n'était pas la même chose. C'est-à-dire qu'on voit comment ils se déplacent, on voit des choses différentes, et on a une accroche complètement différente. On a un fil à la patte quand on est dans une guilde, dans une team, il faut faire le jeu avec les autres. L'acquisition de compétences, oui, notamment chez les patients dépressifs qui ont une baisse d'estime d'eux et qui ont l'impression sur le jeu d'acquérir des compétences qu'ils n'arrivent pas à acquérir en scolarité. Et effectivement, la confrontation qui va être extrêmement importante. Alors, le flow, c'est un peu le Valhalla du joueur. Le flow, c'est l'état un peu second qu'on atteint quand on entre dans le jeu. Quand on teste des jeux, voilà, on va grappiller un peu, on teste 2-3 jeux, puis en un, on va accrocher, et là, ça part. Et on est dans une espèce d'état second, on ne voit plus le temps ni l'espace, on est vraiment concentré sur le jeu, ça peut durer très longtemps. Moi, j'ai fait 24 heures comme ça, c'est ma famille qui disait, alors je voyais le jour, la nuit, le jour, la nuit. Moi, pour moi, ce qui comptait, c'était sur le jeu et je ne voyais pas ce qui se passait dans la réalité. Le temps, c'était ce qui se passait sur le jeu. Donc voilà, c'est vrai que les jeux sont fondés essentiellement sur les émotions, c'est-à-dire qu'effectivement, l'attrait du monde virtuel et qui va provoquer chez les joueurs ce qu'il n'a pas dans la vie réelle. Par exemple, on a beaucoup de joueurs phobiques qui trouvent sur le jeu un moyen de s'exposer sans
sans être confrontés physiquement. Des dépressifs qui trouvent des compétences qu'ils n'ont pas, hein, des évitants qui peuvent se confronter, des TDAH qui peuvent se concentrer sur le jeu parce qu'avec effectivement des millions de dollars, on peut provoquer la concentration chez les gens qui ont ces déficits. Donc, on voit comment le jeu peut provoquer ça. Alors, on va passer cette slide assez rapidement parce que je voulais quand même tenir le temps. Simplement, pour les pratiques parentales, et j'en reviendrai, distinguer ce qui est de l'essentiel, l'utile et du divertissement. C'est-à-dire que pour moi, le jeu doit rester un jeu, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de se divertir. Il y a des compétences qui sont acquises sur le jeu, notamment une vision 3D, une possibilité de résoudre certaines tâches, mais ces compétences ne sont pas reconnues par l'éducation nationale, malheureusement. Et en général, les gens qui se font embaucher dans les grandes entreprises, ils ont le diplôme d'HEC, le diplôme d'avant, plus les jeux vidéo. Là, effectivement, ils sont embauchés. Là encore, il y a une fausse croyance des adolescents qui croient qu'à travers les compétences qu'ils ont acquises sur le jeu, ils peuvent les développer dans la vie réelle. On peut le faire en thérapie, mais c'est un autre sujet. Bon, on va passer à ça pour effectivement parler des actualités aussi sur les conséquences du jeu et comment on peut effectivement y remédier. Alors, le premier atteint, c'est ce qu'on voit à nos consultations, c'est l'insertion scolaire, c'est-à-dire qu'on a des adolescents qui finissent par aller dans l'absentéisme effectivement scolaire et qui ensuite finissent par lâcher l'école. On verra un peu les différents stades des jeux. Mais le premier à pâtir, c'est ça. D'autant plus qu'on a parmi nos joueurs un nombre impressionnant de phobies scolaires. Vous savez, derrière phobie scolaire se cachent souvent des phobies sociales, une peur de l'échec, etc. Et le jeu vient pallier à ça, ne serait-ce que pour la peur de l'échec. Vous savez que dans les jeux vidéo, quand vous jouez, vous pouvez recommencer. Vous avez un apprentissage par l'échec, ce qui malheureusement est moins le cas dans la scolarité. L'insertion familiale, évidemment, empathie, puisqu'on a à la fois des adolescents qui sont parfois dans des familles pathologiques, avec beaucoup de conflits à l'intérieur de la famille, et le jeu vidéo permet de s'extraire de la famille tout en restant dedans. C'est-à-dire que l'adolescent est là, mais il est sur son écran. Et effectivement, une journée n'a que 24 heures. Il y a du temps scolaire, du temps familial et du temps de loisir. Or, maintenant, le temps de loisir d'un adolescent est devenu un enjeu économique. Le patron de Netflix disait « j'ai un ennemi, c'est le sommeil ». Ça veut tout dire. C'est-à-dire que maintenant, la popularité des jeux, ce n'est pas le nombre d'unités vendues, ça c'était le cas avant, c'est le nombre de temps qu'on reste sur le jeu, puisque c'est comment on gagne de l'argent. Alors, comment les éditeurs gagnent de l'argent sur des jeux gratuits? C'est très simple, c'est qu'on vend ce qu'on appelle des skins, c'est-à-dire des tenues, ce qu'on appelle les pay to skins, c'est-à-dire qu'on achète des tenues virtuelles qui ne coûtent rien et qui rapportent énormément d'argent, ce qui fait que certains adolescents de nos consultations peuvent dépenser 600, 700, 2000 euros, c'est le record, sur un jeu en skin. Le deuxième moyen de gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle le pay to win, c'est-à-dire qu'en gros, pour acquérir de nouvelles compétences, vous êtes obligé de payer. Le jeu vidéo, on passe son temps à récompenser et frustrer le joueur, et donc l'association récompense-frustration crée l'accroche, et une fois qu'on est sur ce mécanisme-là, on va proposer des choses pour améliorer ces résultats. Alors, ils le font assez finement parce que sinon, c'est considéré comme du cheat. Le cheat, c'est la triche, mais ils arrivent à proposer certaines améliorations qui, si vous ne les payez pas, vous n'accédez pas au niveau supérieur. Enfin, il y a l'insertion sociale. Alors, c'est vrai que c'est variable. Le joueur normal se servira des jeux vidéo, au contraire, pour mieux s'intégrer auprès de ses amis, mais il ne joue pas au même type de jeu. Il pourra jouer à des jeux qui peuvent se jouer en multi-écran à domicile, c'est du genre FIFA par exemple, ou faire du multi-joueur en écran, mais en voyant l'ami in real life. En revanche, nos addicts, en fait, ils restent
constamment devant leur écran, dans leur chambre, où ils ne bougent pas. Et ils ont l'impression des potes virtuels, mais quand on les interviewe plus au niveau des suivis des consultations, eux-mêmes reconnaissent que les potes de jeu, ce n'est pas les vrais potes, hein, puisqu'on échange uniquement sur les jeux et on ne va pas échanger sur d'autres types de problématiques. D'ailleurs, moi, je distingue deux types de joueurs. Les joueurs qui ont un réseau d'amis qu'ils ont eu à l'école, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau d'amis à l'école et ils se retrouvent sur le jeu. Et le joueur addict, il n'a plus d'amis à l'école, il va sur le jeu et il va retrouver des amis qui se retrouvent à l'autre bout de la planète, avec qui il ne pourra pas communiquer parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ou il annonce des choses en anglais, le minimum pour être sur le jeu. Donc moi, je pose à chaque fois la question, oui, ils ont des amis, mais quel est le nombre d'amis réels qu'ils appellent in real life, c'est-à-dire qu'en in real life, c'est tout ce qu'on fait dans la vie réelle, ou c'est que des potes virtuels. Alors, effectivement, l'importance des familles, et là, je parle des écrans, et c'est ce qu'on avait publié, c'est que même si les parents ont l'impression d'être dépassés, ils ont toujours l'impression d'être dépassés en disant, voilà, ils connaissent mieux, ils ont une certaine fascination, en fait, on s'y retrouve. L'information sur le net, l'important, c'est de garder son sens critique. Il y a une masse d'informations, souvent plus émotionnelles que rationnelles, et les parents jouent un rôle en disant OK, il y a toutes ces informations, mais garde ton sens critique par rapport à ça. La gestion des émotions, extrêmement important. Vous avez deux types d'activités. Les activités à sensations fortes, hein, sans apprentissage, mais qui ne sont pas enrichissantes, et puis les activités à émotions qui nécessitent beaucoup plus d'apprentissage, mais qui sont enrichissantes. Prenez l'exemple, vous faites aller sur la foire du trône, hein, vous êtes tourne-boulet dans tous les sens, qu'est-ce que vous retiendrez à la fin? Rien, mais c'est accessible à tout le monde. Puis vous avez l'alpinisme, hein, où là, il faut quand même un plus d'entraînement, mais vous garderez ça. Et on sait très bien qu'une activité extrascolaire aide à la gestion des émotions et que la passion protège des addictions. Ça, c'est le train, c'est-à-dire que la passion dans la musique, le sport, une activité. Le problème de ces activités, c'est qu'elles nécessitent un apprentissage préalable. Avant de sortir un son correct avec le violon, il faut un certain nombre d'années, ça ne vient pas tout de suite. Alors qu'avec le jeu, évidemment, l'idée, c'est pour l'éditeur, c'est de toucher le maximum de public. Donc, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Donc, il faut que même si vous êtes un noob, c'est un débutant au jeu, vous devez avoir un certain niveau, parce que c'est comme ça qu'ils accrochent. D'ailleurs, contrairement à ce que les adolescents croient, si vous êtes testeur de jeu, il vaut mieux être une fille qui déteste les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que c'est la prochaine cible des éditeurs. Donc, le gars qui fait du top one à chaque fois sur Fortnite, OK, il est intéressant, mais ce n'est pas le public parce que c'est une niche restreinte. Les éditeurs, maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est le public féminin, hein, et des gens qui ne savent pas jouer puisque c'est ce nouveau public qui souhaite attirer. Enfin, sur les réseaux sociaux, j'insisterai sur les parents, sur la capacité à dialoguer. Je trouve le côté positif des réseaux sociaux, c'est que les adolescents commencent à écrire. C'est plus la parole. Et vous savez que le français, vous avez la langue écrite et vous avez la langue parlée, c'est deux langues différentes. Et que des fois, quand vous écrivez et que quand les adolescents écrivent, ils font évidemment des contresens. Et à travers les réseaux sociaux, et finalement, on peut faire une réapprentissage, une réappropriation de l'écriture par les adolescents à condition que les parents soient effectivement derrière pour essayer d'aller dans le sens positif. La dernière, effectivement, diapositive, pour que je sois un petit peu dans les temps, c'est qu'au cours de notre action auprès des joueurs, on a un service qui s'occupe de prévention, un service qui s'occupe de consultation et une unité pour adolescents soins-études où on les hospitalise. Hein. On distingue au niveau psychopathologique 4 types de joueurs. Je dirais le joueur socialement inséré. Il nous arrive de recevoir des parents inquiets. Alors, on n'invalide jamais un parent, même s'il est inquiet, mais on va sur le côté des valeurs familiales, c'est-à-dire vous trouvez que votre gamin joue trop, vous préférez qu'il joue un instrument de musique, essayez pas d'utiliser l'argument santé, puisqu'il est socialement inséré, utilisez plutôt l'argument de la valeur familiale, qui est tout à fait respectable pour discuter. Moi, j'ai eu des très beaux échanges entre un père qui était instrumentiste et un fils qui était sur les jeux vidéo pour savoir quelles sont les valeurs familiales que le père essayait de transmettre.
Deuxième point, les conséquences sur le long terme. Ça, c'est la cible dans les actions de prévention. L'adolescent ne fera pas les études qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas joué 6 heures par jour à Fortnite. Et le plaisir qu'il va obtenir est un plaisir immédiat sans apprentissage au détriment d'autres types d'activités sportives, musicales, culturelles, etc., etc., qui certes nécessitent un peu plus d'apprentissage, mais qui seront à long terme beaucoup plus enrichissantes. On a un programme là, de prévention qui s'appelle le programme Arcade, où on crée l'alliance. Il faut toujours créer l'alliance avant de délivrer le message, et qui s'occupe de ça, et dont on a évalué. Et on a fait une publication sur ce programme Arcade qui est destiné aux collégiens lycéens. Troisième population, conséquence sur le court terme, pardon, familial, social, scolaire. Bon, c'est que là, la consultation, parfois, doit être proposée puisque les parents sont coincés, n'arrivent plus à faire les choses, n'arrivent même plus à retirer, je dirais, le câble, tellement la pression des adolescents est extrêmement forte. Et là, les techniques de psychothérapie, comme je vous le disais, sont familiales. Individuelles, c'est un peu difficile. Bon, on vient de déposer un PHRC pour faire une étude randomisée, parce qu'il n'y en a pas, mais tout laisse à penser que les thérapies familiales d'inspiration systémique semblent être le plus efficaces pour les addictions aux jeux vidéo. Enfin, on a le hikikomori. Le hikikomori, c'est le no-life. C'est ceux qu'on hospitalise. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont trop désinsérés, ils sont trop sortis de la scolarité et on a un cercle vicieux. Dès qu'ils remettent le pied à l'école, c'est pas satisfaisant et hop, ils retournent sur le jeu vidéo. Ces patients-là, quand ils sont hospitalisés en milieu psychiatrique, ils s'emmerdent. Et comme il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien, ben, on ne voit pas tellement les choses, puisque la pathologie liée aux jeux vidéo s'observe quand ils sont de nouveau à l'école, puisqu'il y a pas mal de phobies scolaires. Donc, les phobies scolaires, quand vous les retirez de l'école, il n'y a plus de symptômes puisqu'il n'y a plus d'école. Nous, l'idée ici, à la clinique Dupré, c'est de les hospitaliser dans un soin-études, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois hospitalisés et ils vont à l'école. Et je peux vous dire que là, on voit la pathologie. C'est l'ado qui vient me voir, qui n'arrêtait pas de me parler que des jeux vidéo en me disant tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je l'hospitalise et qui reste enfermé chez lui en disant mais tant que je suis chez moi, tout va bien. Je l'hospitalise, on commence les cours, là, la symptomatologie apparaît et ce qui permet de la traiter. Donc, on voit des adolescents dans leur milieu écologique et notre idée, c'est de les sevrer, parce qu'il n'y a pas de sevrage dans les jeux vidéo, mais de leur faire abandonner les jeux vidéo pour intégrer une autre activité plus pro-sociale. Et ben voilà, j'ai fait mes 30 minutes. Je voulais rester on time. Merci de votre attention et je suis ouvert à quelques questions. Merci beaucoup de votre présentation qui est une excellente présentation et nous permet réellement de toucher de doigt la problématique des adolescents, adultes jeunes par rapport à cette question de jeu. Moi, j'avais une première question, c'était cette question de e-réputation qui a défrayé les chroniques ces derniers temps et puis qui a engendré aussi des passages à l'acte. Et comment lutter contre cela? C'est une vraie question. C'est une vraie question, Oui. ça. Oui, oui. Alors, moi, j'ai une petite réponse que je dis aux adolescents, en fait, et je fais aussi aux adultes, ça marche. Vous recevez un mail très désagréable et vous répondez tout de suite. Bon, erreur fatale. Quand vous relisez 24 heures après, vous dites, mais pourquoi j'ai écrit ça? Les contenus un petit peu dommageables sont toujours faits sous le coup d'une émotion. Et malheureusement, il faut apprendre aux adolescents très rapidement à reconnaître une émotion, positive ou négative, comme la jeune fille qui est sous l'émotion de pouvoir être reconnue et qui commence à se dessaper et qui parfois plus elle se dessape, plus elle est populaire. Il y en a un ascenseur émotionnel et hop, ça part. Et elle se met à publier sur des réseaux des choses qu'elle regrette ensuite, mais sous le coup d'une émotion positive, le fait. Ou sous le coup de la colère, sous le coup de… On poste des choses beaucoup trop rapidement, sous le coup de l'émotion et qu'on regrette. Malheureusement, cette régulation émotionnelle doit être apprise beaucoup plus tôt que prévu, puisque effectivement, cette absence de régulation émotionnelle engendra des choses qu'on regrette après. Parce que le problème de la réputation, tout le monde met des choses sur Internet, l'idée, ce n'est pas de le regretter. Et les gens qui sont harcelés
les gens qui ont ça, ils ont mis des choses qu'ensuite ils ont regretté. Et même vis-à-vis aussi des agresseurs, hein, il y a une espèce aussi de montée émotionnelle où on va se focaliser sur un adolescent, on va se harceler dessus. On perd complètement la raison. Il y a un très beau bouquin que je vous conseille qui s'appelle Mangez-le si vous voulez. C'est un bouquin qui raconte comment, sous une montée émotionnelle, des gens se sont acharnés sur une personne, mais je dis bien acharnés. Ils ont été condamnés à mort. Ça se passe dans la France dans les années 1870. Et on voit comment la montée émotionnelle fait faire des choses absolument de façon furieuse. Donc, il y a l'action de prévention auprès des gens harcelés, qui est d'attitude préventive, qui est de ne pas laisser le flanc à sa régulation des émotions quand on poste quelque chose, avertissement. Et quand ça se passe mal, évidemment, possibilité d'appeler les parents, mais n'oublions pas les agresseurs qui ne se sentent pas des agresseurs. Souvent, c'est des copains de classe. Hein, et que la stigmatisation des agresseurs, quand il s'agit des collégiens, est parfois contre-productive. Des études l'ont montré. On est plutôt dans le préventif et de montrer ces mécanismes émotionnels qui fait qu'on va s'acharner sur une personne. Et souvent, il le regrette après. Mais sur le coup, c'est irrésistible par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à Très votre bien, question. oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors il y a une personne qui a levé la main. Alors je lui permets de parler. Camille Cura. Allez-y, Camille. Ah. Est-ce qu'elle a allumé son micro? Oui. Oui, on vous écoute alors. Bon, en attendant… Il y a la question de Valentine Morin. Voilà, c'est ça. Concernant les patients avec phobie scolaire et ou sociale, avez-vous noté une part significative de patients avec troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle? Alors, on les voit en hospi, oui. J'ai quelques Asperger, en fait. Mais c'est des syndromes d'Asperger, c'est-à-dire des autistes de haut niveau qui ont des grandes difficultés au niveau émotionnel, et qui, effectivement, pour eux, c'est une façon d'accéder aux autres sans s'exposer et une façon aussi de réguler leurs émotions assez puissante. On en a actuellement deux, on a 15 places, on a 2 Asperger dans notre unité. Oui, donc la réponse c'est oui, mais plutôt des autistes de haut niveau, parce qu'il faut quand même savoir jouer aux jeux vidéo, mais on en a. En revanche, hein, je précise que, parce que là, il faut faire attention, en termes de recherche, il n'y a pas de lien entre excès de jeux vidéo et apparition d'un trouble du spectre autistique. Il y a d'autres facteurs de risque beaucoup plus importants. Donc, la raccourci de dire le jeu vidéo rend autiste, il faut faire attention, parce que là, on va se faire taper sur les doigts. C'est pas vrai, il y a d'autres facteurs de risque de l'autisme génétique, environnemental. Le jeu vidéo a bon dos, mais comme tout le monde joue, les autistes, ils jouent aussi, quoi, hein. Une dernière Merci. question. Oui. Alors, est-ce qu'on peut bénéficier de jeux vidéo pour les jeunes phobiques sociaux? Oui. Alors, ce qu'on appelle le serious game, hein, c'est-à-dire qu'en gros, le problème des serious games, c'est que les jeux, les vrais amateurs de jeux, le serious game, c'est un peu, voilà, comme ils ont beaucoup moins de sous, c'est pas très attractif. Et il y a effectivement quelques études qui sortent, mais on sort du jeu. En fait, c'est à travers l'écran et l'interaction avec l'écran qu'on accède. Donc, les programmes qui marchent n'ont plus grand-chose à voir avec le jeu, mais plus avec l'exposition et la thérapie. Il y a des programmes d'exposition progressive sur Internet pour les phobiques sociaux avec des résultats intéressants, mais c'est pas des jeux, quoi. Parce que effectivement, voilà, jouer, c'est jouer. Et puis se soigner, c'est autre chose. Et Camille Curata, oui. Question rapide, oui, effectivement, réponse rapide, parce qu'en fait, on a pris un peu de retard, mais je te laisse lire la question de Camille Cura. Ok. Que répondez-vous aux jeunes qui vous disent vouloir devenir pro-gamer et que tous les pros ne le sont pas devenus immédiatement, mais ont commencé comme lui?
Oui, là, je suis embêté parce que si j'ai un joueur de foot à la protection judiciaire, j'ai des joueurs de foot. Je sais où les adresser. Ils vont voir l'entraîneur les fait jouer 30 secondes et au bout de 30 secondes, ils savent s'ils sont joueurs professionnels ou pas. Pour le jeu vidéo, c'est un peu plus compliqué puisque l'éditeur fait tout. Il y a même des petites compétitions qui sont organisées. C'est du travail de longue haleine avec les parents pour démontrer en fait que c'est le miroir aux alouettes. Il y a le niveau qu'ils ont, la façon dont ils jouent, le type de jeu auquel ils jouent. Mais quand ils passent de je veux devenir un joueur professionnel à non, je joue pour mon loisir, mais c'est un grand pas thérapeutique. La semaine dernière, j'ai vu un joueur, mais c'est vrai que c'est du travail de longue haleine avec les parents. Sur la longueur, on y arrive, mais ce n'est pas tout de suite. Souvent, c'est au bout de 2-3 mois de consultation qu'on arrive à effectivement les faire prendre conscience en fait, de quelque chose dont ils sont victimes. C'est un peu les dindons de la farce, quoi. Ceux qui gagnent, c'est comme dans La Ruée vers l'or, ceux qui gagnaient de l'argent, c'est ceux qui vendaient les pelles et les pioches. Pour le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est les éditeurs. Merci beaucoup.